L'important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. Yo tout le monde, très content de vous retrouver pour ce nouveau combat fictif qui opposera deux légendes du monde shinobi, j'ai nommé Jiraiya et Itachi Uchiwa. Étonnamment, c'est un versus qui fait pas mal débat au sein de la communauté, et je vais essayer de vous donner mon avis le plus objectif possible, afin de voir qui d'Itachi ou de Jiraiya l'emporterait. Comme d'hab, on va d'abord présenter nos deux compétiteurs du jour, avant de les opposer dans un combat à mort. Let's go. Contre-culture. Contre-contre-culture. Contre-culture. Bon, commençons les présentations avec Jiraiya. Le Sannin légendaire est un shinobi très complet, bien qu'il décrive lui-même sa maîtrise du genjutsu comme très mauvaise. Mais comme on le sait, Jiraiya est capable de compenser grâce à ses invocations, notamment Fukasaku et Shima, qui maîtrisent le chant de confrontation des crapauds, un très puissant genjutsu sonore. Car comme vous le savez, Jiraiya est passé maître en matière d'invocation, étant notamment capable d'invoquer les plus puissants crapauds du mont Myoboku comme Gamabunta ou Gamaken. Et pour rappel, Gamabunta est carrément capable de tenir tête à Shukaku. Jiraiya peut également utiliser des techniques comme l'invocation inversée sur lui-même pour se replier, ainsi que sur ses adversaires, via sa technique spéciale barrière magique, prison gourde du crapaud, avec laquelle il invoque le crapaud gourde, une espèce unique du mont Myoboku, pour capturer et isoler un adversaire, en l'entraînant dans l'estomac du batracien, comme il l'a fait avec Shikushodo dans son combat face à Pain. Il peut également invoquer l'œsophage du crapaud géant de Myoboku, qui lui permet de restreindre les mouvements de ses adversaires. Si ces derniers ne parviennent pas à se défaire de l'emprise du jutsu, les parois finissent par les envelopper et ils sont directement envoyés dans l'estomac du crapaud où ils seront digérés. Sympa. Dans la même idée, Jiraiya peut carrément transformer quelqu'un en grenouille avec sa technique transformation batracienne, un jutsu qu'il utilise surtout pour les interrogatoires afin de faire flipper ses prisonniers. Il peut également invoquer un de ses crapauds géants dans les airs afin de le faire tomber sur sa cible. Cette technique, nommée la destruction des échoppes, s'est montrée assez puissante pour immobiliser un des serpents géants d'Orochimaru et même brièvement Kyuubi lorsqu'utilisé par Minato. Jiraiya maîtrise également les natures de chakras d'automne, futon, katon et suiton, ainsi que Yin et Yang. Son affinité d'automne est très impressionnante, comme on le voit notamment contre Orochimaru, où Jiraiya réussit là encore à immobiliser des serpents géants avec son jutsu marécage des limbes. Son katon est lui aussi très puissant, notamment lorsqu'il l'utilise en combinaison avec la technique huile du crapaud de ses invocations. Sa grande maîtrise du chakra Yang lui permet de manipuler ses cheveux, avec lesquels il peut aussi bien attaquer que se défendre. Pour les autres natures que j'ai citées, on sait juste que Jiraiya les maîtrise, notamment grâce au databook, on ne sait juste pas dans quelle mesure. Et bien sûr, pas besoin de vous rappeler qu'il maîtrise le Rasengan, un jutsu de rang A dévastateur, ainsi que le multiclonage. Ensuite, on n'en parle pas souvent, mais Jiraiya est excellent en Fuin Jutsu. On le voit notamment sceller les flammes d'Amaterasu d'Itachi dans un parchemin, mais aussi libérer le sceau qu'Orochimaru avait apposé à Naruto dans la forêt de la mort pour couper l'accès de ce dernier au chakra de Kurama. D'ailleurs là-dessus, notons que cette technique, destruction du sceau des 5 éléments, est utilisée pour supprimer un Fuin Jutsu de puissance inférieure ou égale, ce qui implique que Jiraiya est aussi voire plus puissant qu'Orochimaru en Fuin Jutsu. Dans Naruto Road to Ninja, le premier film de la franchise supervisé par Kishimoto lui-même, Minato déclare être le seul shinobi à pouvoir briser un Fuin Jutsu du niveau de celui que Jiraiya a utilisé pour sceller le parchemin récupéré avant sa mort. Et quand on connaît le niveau de Minato en Fuin Jutsu, notamment hérité du clan Uzumaki, ça en dit long sur celui de Jiraiya. Niveau Taijutsu maintenant, Jiraiya est très chaud, étant capable de tenir tête à Orochimaru, ayant lui-même affronté Hiruzen au corps à corps. Et en vrai, durant tout l'affrontement entre Hiruzen et Orochimaru, on nous répète que ces derniers sont de puissance équivalente, même si on sait qu'Hiruzen était très diminué en raison de son âge avancé. Orochimaru dit lui-même que s'il l'avait combattu 10 ans plus tôt, il se serait fait rétamer, mais bref, comme ici on sait que les Sannin sont comparables et comparés en permanence, même s'il y a des disparités en termes de puissance dans le trio, il ne fait aucun doute que Jiraiya est un combattant au corps à corps du même calibre que l'Orochimaru
Orochimaru et le Hiruzen qui se sont affrontés, ce qui est très impressionnant, surtout qu'on parle là de sa forme de base. Car oui, pas besoin de vous rappeler que Jiraiya peut utiliser le Senjutsu en invoquant Fukasaku et Shima pour entrer en mode ermite. Dans cet état, toutes les capacités de Jiraiya que je viens de lister sont décuplées. Son taijutsu devient surpuissant grâce au buff physique offert par l'énergie naturelle, qui permet par exemple à une petite créature comme Fukasaku de soulever Gamabunta, donc imaginez sur un mec comme Jiraiya. Son ninjutsu aussi prend une toute nouvelle ampleur, il est capable de créer des Rasengan géants, qui d'après les databooks ont la capacité de détruire une montagne. D'autres de ces jutsu comme le Goemon ou encore les 1000 aiguilles ont une envergure démesurée et sont extrêmement puissants. Et pareil, je le disais plus tôt, mais dans cette forme, Jiraiya compense son niveau médiocre en genjutsu via la capacité de Fukasaku et Shima à utiliser l'illusion démoniaque, champ de confrontation du crapaud, dont la puissance est telle qu'elle ne peut être interrompue au moyen de chakra comme pour les autres genjutsu. Bon, après, il est important de préciser que Jiraiya ne maîtrise pas totalement le mode ermite, vu qu'il est obligé d'invoquer Fukasaku et Shima pour maintenir la forme, ce qui prend un peu de temps. Enfin, c'est moins long que ce que certains détracteurs de Jiraiya aiment faire croire, vu que dans le manga, ça prend même pas un petit chapitre et que Jiraiya est clairement armé pour temporiser, notamment grâce à ses invocations. Cela dit, le fait que Jiraiya ne soit pas un ermite entre guillemets parfait semble avoir les effets négatifs suivants. Déjà, contrairement à Naruto lorsqu'il est en mode ermite, Jiraiya ne semble pas vraiment bénéficier d'un gros boost sensoriel de perception. Je dis ça parce qu'il s'est fait surprendre par Shurado, et même si on se dit qu'il n'était pas sur ses gardes en pensant avoir gagné le combat, je rappelle quand même que le corps de Pain a eu le temps de lui dire une phrase complète avant de l'attaquer et lui arracher le bras. Ensuite, Jiraiya ne semble pas pouvoir utiliser le kata des crapauds, là aussi contrairement à Naruto. Dans tous les cas, Jiraiya reste un shinobi très complet et puissant qui, en mode ermite, transcende selon moi le niveau Sannin auquel il est pourtant très souvent associé. Dans le troisième databook, Jiraiya obtient le score le plus élevé ex aequo parmi les personnages notés, au-dessus d'Hiruzen, Tsunade et Orochimaru d'ailleurs, avec un total de 35,5 répartis ainsi. 5 sur 5 en ninjutsu, 4,5 sur 5 en taijutsu, 3 sur 5 en genjutsu, 4,5 sur 5 en intelligence et en force, ainsi qu'en vitesse, 5 sur 5 en endurance et 4,5 sur 5 en saut. Alors d'après moi, il y a deux façons d'interpréter le truc. Soit on se dit que Jiraiya a une note supérieure aux autres Sannin car il est noté en tenant compte du mode ermite, soit on se dit juste que Jiraiya a la meilleure note car il est le plus complet du groupe et pas forcément le plus puissant. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il faut pas trop donner d'importance aux databooks, mais plutôt se concentrer sur les éléments du manga. Les databooks sont de très bons compléments, mais on y retrouve parfois des trucs un peu étranges sur lesquels on reviendra notamment dans un instant quand on évoquera Itachi. Passons donc maintenant à Itachi. Génie du clan Uchiwa, il était d'une précocité quasi inégalée, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur ce dernier que je vous recommande d'ailleurs. Mais pour rappel, il fut promu Genin à 7 ans, il maîtrisa le Sharingan à 8 ans, passa Chunin à 10 ans, et devint capitaine dans les sections spéciales Anbu à 12 ans, et non 13 ans comme le pensent les gens, vu qu'Hiruzen et Danzo ont modifié son dossier pour lui donner un an de plus sur le papier, afin justement de lui offrir cette responsabilité plutôt que prévu, telle qu'expliquée dans les romans. C'est d'ailleurs à ce même âge qu'Itachi s'éveille au Mangekyo Sharingan après la mort de Shisui. Bye, have a great time. Après avoir rejoint l'Akatsuki, un Itachi âgé de 13-14 ans est envoyé capturer le Mizukage et Jinchuriki parfait Yagura, qu'il vaincra alors même qu'il découvrait encore tout juste les capacités de ses Mangekyo. Peu après, il réussira à victimiser Orochimaru avec son Tsukuyomi, alors que ce dernier tentait de l'attaquer pour s'accaparer son corps. Et je rappelle que cet Orochimaru est censé être comparable à Jiraiya en forme de base. Bon, la suite, vous la connaissez, Itachi tombe malade mais parvient à rallonger son espérance de vie, grâce à une mystérieuse poudre bleue qui, bien qu'elle lui brûlait les poumons et lui faisait cracher du sang, lui permettra de tenir jusqu'à son combat contre Sasuke. Car on le sait, Itachi était résigné à l'idée de mourir de la main de son petit frère, non sans l'avoir débarrassé de la marque maudite d'Orochimaru au préalable, en scellant ce dernier sous sa forme Yamata sans aucune pression. Niveau capacité, Itachi était bien sûr un crack absolu en genjutsu, notamment grâce à la technique unique de son Mangekyo Tsukuyomi. Avec ce genjutsu, Itachi projette sa cible dans un monde où il peut notamment altérer la perception du temps de son adversaire pour lui faire vivre un calvaire beaucoup plus long que la durée effective de la technique. Itachi maîtrisait bien sûr des genjutsu bien plus simples et a montré une résistance aux illusions très jeune, bien avant d'avoir développé son Mangekyo et même son Sharingan. Peu de gens le savent, mais Itachi a en effet résisté à un genjutsu d'Obito qui avait pourtant couché
tous les membres des forces spéciales, alors même qu'il n'avait que 8 ans, preuve de sa maîtrise exceptionnelle de son chakra malgré son jeune âge. Car pour rappel, on peut se sortir d'un genjutsu si on maîtrise suffisamment son chakra, ce qui explique notamment la quasi-insensibilité de Sakura aux illusions classiques à la fin de Shippuden. Cette maîtrise exceptionnelle sur son chakra, Itachi l'exploite également pour combattre au corps à corps, en boostant ses capacités physiques avec. Il est en effet capable de tenir tête à Ebi Sasuke alors qu'il est à moitié mourant, ce même Sasuke étant pourtant un monstre au taijutsu, et Zetsu note d'ailleurs que sans sa maladie, Itachi aurait sans doute détruit Sasuke au corps à corps. Et en formé d'Otensei, c'est-à-dire nerf physiquement bien que plus malade, il est en mesure de tenir tête à Naruto mode Kyuubi, ce qui démontre à nouveau qu'il est monstrueux en taijutsu, grâce à sa maîtrise de son chakra, mais aussi au boost de perception de ses Sharingan. Comme son ami Shisui, Itachi était aussi passé maître en Shunshin no Jutsu, la technique permettant aux shinobi de se déplacer à grande vitesse, notamment pour utiliser la permutation. Grâce à son contrat d'invocation avec les corbeaux, il pouvait d'ailleurs permuter avec ceux-ci pour créer une technique de permutation unique qui collait parfaitement à son style de combat à moitié psychédélique reposant en grande partie sur le genjutsu. Et puisqu'on parle d'invocation, parlons maintenant de son ninjutsu. Itachi maîtrisait les natures de chakra Katon, Suiton, Futon ainsi que Yin et Yang. Sa maîtrise du Katon était telle qu'il réussit une boule de feu suprême d'une taille comparable à celle de son père Fugaku du premier coup à seulement 5 ans. Il dit d'ailleurs à Kisame que le Katon était une de ses 3 spécialités, aux côtés du genjutsu qu'on évoquait et du shuriken jutsu sur lequel on revient dans un instant. On l'a également vu utiliser une technique Suiton assez puissante pour matcher celle d'un Kabuto mode ermite, sans doute grâce aux capacités de copie du Sharingan. Et bien sûr, tout ça n'est rien comparé au ninjutsu le plus puissant d'Itachi, les flammes noires d'Amaterasu. Grâce au pouvoir de son Mangekyo droit, Itachi peut créer un puissant feu, décrit comme étant aussi chaud que la surface du soleil, en le propageant sur sa ligne de vue jusqu'à sa cible. Il est également dit que rien ne peut éteindre les flammes noires d'Amaterasu. Cela dit, c'est même pas la dernière technique des Mangekyo d'Itachi. En effet, il est dit que lorsqu'on a éveillé les pouvoirs de ces 2 kaléidoscopes, la 3e capacité s'éveille, le Susanoo. Et plus besoin de vous présenter l'avatar de chakra géant des Uchiwa, mais notons quand même que celui d'Itachi avait pour particularité de posséder 2 armes légendaires, l'épée de Totsuka, une lame spirituelle capable de sceller tout ce avec quoi elle rentre en contact, et le miroir de Yata. Ce bouclier est composé de toutes les natures de chakra et peut donc changer ses caractéristiques en fonction de l'attaque qu'il reçoit, le rendant impénétrable contre n'importe quel type de ninjutsu. Ensuite, je vous le disais, Itachi était brillant en shuriken jutsu, notamment grâce à ses nombreux entraînements dans sa jeunesse avec Shisui. Il pouvait d'ailleurs combiner cette maîtrise des shurikens avec son Katon en utilisant sa technique de la balsamine pourpre, mais aussi avec son Susanoo et ses projectiles magiques de Yasaka, une technique longue portée plutôt dévastatrice. Comme beaucoup de shinobi de gros calibre, Itachi maîtrisait également le multiclonage. Et bon, il maîtrisait également Izanami et probablement Izanagi, et qui est les genjutsu les plus cheatés du Sharingan de base, mais bon, c'est des techniques à usage unique, donc pas forcément très utiles ici, à moins d'un scénario bien particulier. Voilà, donc Itachi est un shinobi très complet, qui se démarquait aussi par son intelligence et sa perspicacité. Pour Hiruzen, Itachi avait dès l'âge de 7 ans la sagesse et la maturité d'un Hokage. Itachi le dit d'ailleurs lui-même dans ses romans, le shinobi parfait allie le savoir et la force. Il exploitait donc cette intelligence en combat pour prendre le meilleur sur ses adversaires. Je vous disais tout à l'heure que Jiraiya avait reçu la meilleure note ex aequo dans le 3e databook, et bien, surprise, l'autre personnage ayant reçu un total de 35,5, c'est justement Itachi, avec les notes suivantes. 5 sur 5 en ninjutsu, 4,5 sur 5 en taijutsu, 5 sur 5 en genjutsu bien sûr, ainsi qu'en intelligence, 3,5 sur 5 en force, 5 sur 5 en vitesse, 2,5 sur 5 en endurance et 5 sur 5 en saut. Et comme pour Jiraiya, on ne sait pas si ces notes tiennent compte de la maladie d'Itachi, mais bon, ça reste un bon indicateur. Cela dit, je vous en parlais, il y a toujours 2-3 trucs qui me semblent bizarres avec les databooks. Ici, en l'occurrence, Itachi a une note de 5 sur 5 en saut, là où Jiraiya n'a entre guillemets que 4,5. Et alors bon, je me trompe peut-être, mais d'après moi, Jiraiya est supérieur à Itachi dans ce domaine, donc je trouve ça un peu chelou. Enfin bon, c'est pas bien grave. Allez, maintenant qu'on a présenté en détail nos 2 combattants, on peut passer au combat.
Avant d'évoquer l'affrontement, je voulais revenir rapidement sur une croyance encore très répandue au sein de la communauté en 2022 à ma grande surprise. Je parle bien sûr du fameux débat Jiraiya versus Kisame et Itachi dans la première partie. Alors je vais pas y passer la journée vu que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Sannin, mais juste je vous mets le passage à l'écran où Itachi a soi-disant dit qu'il devait battre en retraite, et vous voyez bien qu'il prétexte juste avoir besoin de reposer ses Sharingan afin d'éviter un affrontement inutile avec Jiraiya, qui, je le rappelle pour ceux qui auraient pas suivi, est son allié, étant un espion au sein d'Akatsuki pour le compte de Konoha. Voilà, vous avez l'extrait sous les yeux, donc plus d'excuses, et même si vous n'êtes pas convaincu, juste relisez les chapitres 148 et 149 et rendez pas fou. Bref, pour ce combat, on va imaginer qu'il a lieu dans la première partie du manga, où Itachi n'est pas encore trop diminué par sa maladie. Et je vais pas vous mentir, mais je pense qu'Itachi est vraiment un très mauvais match-up pour Jiraiya, qui devrait d'après moi recourir immédiatement au mode ermite pour espérer lui tenir tête. Car je rappelle que face à Shikushodo, soit seulement un des 6 corps de Pain, Jiraiya a décidé d'invoquer Fukasaku et Shima, donc je vois pas pourquoi ce serait différent face à un Itachi en pleine possession de ses moyens. En revanche, même si je pense qu'Itachi est un meilleur shinobi au global, Jiraiya devrait pouvoir le tenir suffisamment en respect pour entrer en mode ermite. Je vois bien un scénario où, comme souvent, Itachi lance les hostilités avec une boule de feu suprême, que Jiraiya bloquerait sans doute avec son Doton avant de se replier temporairement en utilisant un clone ou une invocation, voire les deux, pour occuper Itachi le temps d'entrer en mode ermite. Une fois transformé, Jiraiya essaierait sans doute d'affronter Itachi au corps à corps, et si je pense que Jiraiya lui est supérieur en puissance brute en mode ermite, Itachi reste extrêmement rapide et puissant. Il a quand même réagi au Kirin de Sasuke et affronté Naruto KCM, donc même si un combat rapproché ne serait pas forcément à son avantage, il devrait quand même être en mesure de boxer avec Jiraiya mode ermite. Je précise qu'Itachi n'utiliserait sans doute pas le Susanoo d'entrée de jeu, car ça consomme énormément de chakra et Itachi en a conscience, d'autant que Jiraiya a quant à lui de sacrées réserves. Et de la même manière, Jiraiya n'est pas suffisamment bête pour regarder Itachi droit dans les yeux et tomber bêtement dans son genjutsu. En revanche, là où ça devient plus compliqué pour Jiraiya, c'est qu'il doit gérer Amaterasu. Alors, on a vu que des shinobi très rapides comme le Raikage peuvent esquiver la technique, mais la question est de savoir si Jiraiya pourrait en faire de même, et franchement c'est vraiment pas dit. De la même manière, Itachi pourrait utiliser la lumière céleste pour se défaire de toutes les techniques incapacitantes de Jiraiya qu'on évoquait en première partie, comme celle du crapaud géant, dont on a d'ailleurs vu Itachi se défaire dans la première partie du manga. Et en réalité, Itachi a trop de conditions de victoire. Amaterasu, Tsukuyomi et même l'épée de Totsuka si l'occasion se présente, là où Jiraiya doit absolument les détruire au corps à corps, ce qui, comme j'ai dit, n'est pas gagné, ou l'emprisonner dans le champ de confrontation du crapaud, qui, je le rappelle, met un peu de temps à être lancé. En plus, Itachi est extrêmement intelligent et connaît le senjutsu, comme c'est confirmé dans les romans, donc peu de chances qu'il soit réellement surpris par le boost physique de Jiraiya en mode ermite. Et je disais plutôt que les invocations de Jiraiya sont très puissantes, ce qui est vrai, et qu'elles pourraient retenir Itachi, ce qui je pense est vrai aussi, mais s'il le veut vraiment, Itachi peut juste les one-shot une à une avec Amaterasu, comme il l'a fait aux invocations de Nagato. Donc une fois le combat réellement engagé, les invocations de Jiraiya c'est poubelle. Et pareil, après avoir vu Jiraiya se replier brièvement pour entrer en mode ermite, Itachi est suffisamment malin pour ne pas lui laisser cette chance afin de préparer le champ de confrontation du crapaud. Donc voilà, ici Jiraiya a d'après moi deux options. Soit il lui rentre dedans en espérant le coucher en taijutsu, ce qui est d'après moi possible mais peu probable, car Itachi pourrait le tenir à distance avec des jutsu longue portée comme les projectiles magiques de Yasaka, qui eux ne demandent pas de déployer le Susanoo complet et sont donc moins énergivores. Autre option, il tente à nouveau de se replier pour établir une stratégie avec Fukasaku et Shima, mais comme j'ai dit, Itachi ne le laisserait pas faire et l'attaquerait là aussi à distance. Et même en admettant que Jiraiya parvienne à balancer un gros jutsu par surprise, comme le Goemon par exemple, Itachi aurait largement le temps d'y réagir avec son Susanoo et même le contrer avec le miroir de Yatta. Je veux dire, il a réussi à déployer son Susanoo face au Kirin de Sasuke qui se déplace à la vitesse de la foudre, donc c'est pas une vague d'huile enflammée, aussi grosse soit-elle, qui va le surprendre. Du coup, vous l'aurez compris, pour moi, Itachi remporte ce combat avec un niveau de difficulté moyen à faible, et disons qu'il gagnerait un face-à-face avec Jiraiya dans 7 à 8 scénarios sur 10, d'autant qu'en dernier recours, Itachi peut potentiellement utiliser Izanagi pour surprendre son adversaire. Et évidemment, si Jiraiya n'arrive pas à entrer en mode ermite, même si je suis plutôt convaincu qu'il le pourrait, le combat serait encore plus expéditif. Pour finir, on pourrait évoquer un affrontement potentiel entre les deux shinobi lorsqu'Itachi est en phase terminale de sa maladie, et là ce serait sans doute une autre
autre histoire. Dans cet état, Itachi est non seulement nerf physiquement, mais son endurance est très largement limitée également. Dans ces conditions, Jiraiya aurait ses chances en corps à corps s'il réussit à faire durer suffisamment le combat pour qu'Itachi s'épuise. Cela dit, Itachi pourrait essayer d'en finir le plus rapidement possible étant conscient de son état, en déployant directement son Susanoo et son épée de Totsuka. Et s'il arrive à empaler Jiraiya, c'est GG. Dans ce scénario, franchement, je pense que ce serait ultra serré et les deux shinobi auraient donc des chances à peu près égales de l'emporter. Voilà les potes, on a fait le tour de ce nouveau combat fictif, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'être le plus objectif possible en mettant en place un peu un scénario, donc même si vous n'êtes pas d'accord avec l'issue du combat, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça récompenserait vraiment le boulot que ça m'a demandé. Dites-moi en commentaire qui vous verriez remporter le combat entre ces deux légendes, vous le savez, je vous lis tous. N'hésitez pas au passage à me suivre sur Twitter, le lien est en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.